Christian Arbelot, bonjour. Bonjour. Pour rappel, dans le podcast 35, nous avons souligné la nécessité de construire une grille de lecture unifiée de la guerre d'information. Nous estimons en effet qu'il est devenu essentiel de formaliser une vision globale de l'ensemble des facteurs qui permettent d'analyser les aspects stratégiques et tactiques d'une guerre de l'information, et non une vision partisane qui cherche à imposer un point de vue. Ce nouveau podcast vient donc compléter l'illustration de la première étape de cette démarche méthodologique qui, je le rappelle, s'intitule Comment prendre du recul sur les récits historiques. Ce podcast 36 prend comme cadre de démonstration le contexte de l'entre-deux-guerres. Alors, Christian Arbelot, première question, pourquoi avoir choisi l'entre-deux-guerres? L'entre-deux-guerres est une période clé dans la montée progressive des affrontements informationnels entre puissances. Je pense qu'elle a marqué l'histoire de l'humanité durablement à ce titre. Et c'est pour ça que nous l'avons choisi, et en particulier à cause de la manière dont on va tester notre méthodologie. Alors, cette période a donné lieu à énormément de débats, à énormément de visions partisanes, et il faut dépasser à la fois les débats et les visions partisanes si on veut comprendre les mécanismes de la guerre d'information. Et pour ça, il faut se repencher sur la compréhension des contextes, et comme je l'avais précisé dans le podcast 35, je ressouligne, parce qu'il est bon de répéter les choses pour qu'elles soient bien intégrées, comme on dit. Les approches classiques se concentrent sur l'analyse des antagonismes diplomatiques et militaires entre les forces en présence, parce que n'oubliez pas que dans notre grille de lecture, on met en avant d'une part l'analyse des antagonismes et d'autre part l'analyse des contradictions. Et donc, si on commence justement par l'analyse des antagonismes, il est clair que en sortant des débats, en sortant des polémiques, en sortant des visions partisanes, on est obligatoirement obligé d'élargir le champ de vision à d'autres paramètres que ces débats, ces polémiques, ces visions partisanes. Quels sont ces paramètres? Alors, si je reprends la période de l'entre-deux-guerres, appliquons directement la grille de lecture du CR 451 sur la guerre de l'information et sur ce que nous appelons, nous, une vision unifiée, c'est-à-dire, je le répète, non partisane. Et pour ça, on va commencer par l'étude des antagonismes à cette époque, tels qu'ils sont identifiables du côté français. Si on travaille sur l'étude des antagonismes, on va mettre en avant, d'une part, ce qu'on va qualifier de rivalité visible, et d'autre part, ce qu'on va qualifier de rivalité moins visible. Alors, dans les rivalités visibles, je vais en rappeler trois principales, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont plus secondaires, mais je m'attarde surtout sur celles qui, à l'époque, dominent non pas l'actualité simplement, mais surtout la manière dont le pouvoir politique en France analyse les relations internationales et la place de la France dans ces relations internationales et éventuellement les intérêts de la France dans ces relations internationales. Donc, première rivalité visible, bien entendu, cette fameuse question persistante de l'Allemagne après le traité de Versailles, parce que du côté français, on a imposé, comme vous le savez, un certain nombre de réparations à l'Allemagne. Ça a créé une crise politique en Allemagne durable. C'est d'ailleurs sur cette crise politique que va naître le début du nazisme en Allemagne au niveau militant. Et du côté français, on va tout faire pour empêcher la réapparition d'un danger nationaliste allemand à nos frontières. Donc ça, c'est vraiment la première rivalité visible. La seconde rivalité visible, c'est ce qu'on peut qualifier de montée en puissance du danger de la subversion communiste. Alors, cette subversion communiste vécue de manière extérieure, donc là on pense à la création de l'URSS, on pense à la création de la Troisième Internationale, du Comintern, et puis il y a bien entendu aussi la perception intérieure de cette rivalité visible, et là on pense au Congrès de Tours qui donne naissance à ce fameux schisme au sein de la gauche française, et notamment à l'apparition d'un nouvel acteur, le Parti communiste français, membre de cette Troisième Internationale, donc du Comintern,
et sa dynamique à la fois politique, sociale et sociétale, et en particulier avec un focus très très fort sur les révoltes sociales qu'encourage ce Parti communiste français qui, bien entendu, cherche à reproduire en France le modèle de la révolution bolchevique. Et enfin, il y a une troisième rivalité visible, c'est la manière dont Mussolini prend le pouvoir en Italie, bouscule la carte européenne des rapports de force entre puissances, puisque l'Italie fasciste va avoir une politique extérieure de conquête qui va donner lieu à des guerres. Pensez notamment à l'intervention de l'Italie en Éthiopie, mais pas que. Et obligatoirement, cette politique extérieure de conquête menée par l'Italie fasciste va avoir des effets sur notre propre politique extérieure et sur la manière dont, une fois de plus, nous allons essayer de défendre les intérêts français. Alors, s'il y a des rivalités visibles, j'imagine qu'il y en a des moins visibles. Alors, première rivalité moins visible, bien entendu, celle de la Grande-Bretagne, qui a été un allié auprès de nous durant la Première Guerre mondiale contre le Deuxième Reich et qui nous a permis de vaincre ce Deuxième Reich grâce à sa présence militaire en France, mais qui reste malgré tout plus qu'un concurrent. Pourquoi? Parce que dans les logiques de confrontation des empires, la Grande-Bretagne était un empire, la France était aussi un empire, tous les deux étaient des empires coloniaux, et ces deux pays, en fait, cherchent mutuellement à limiter leur influence réciproque sur le monde. Et pour ce qui est de la Grande-Bretagne, l'objectif, c'est de limiter l'influence de la France, en particulier sur le continent européen. Ça, c'est la première rivalité moins visible, mais qui va fonctionner en serpent de mer tout au long de l'entre-deux-guerres à travers certains épisodes. Et puis il y en a une autre, peut-être encore moins visible que celle dont je viens de parler, qui est celle des États-Unis, qui est aussi un allié de la Première Guerre mondiale, qui est arrivé très tardivement, mais qui a quand même joué un rôle à partir de 1917. Et ce pays n'est pas qu'un allié, puisque déjà à l'époque, le projet politique, on pourrait dire géopolitique, et surtout d'une certaine manière géoéconomique des États-Unis d'Amérique, c'était de se substituer aux empires coloniaux européens, prendre leur place pour asseoir une forme de suprématie sur le monde qui aurait un habillage différent de celle qu'on avait connue auparavant par les fameux empires coloniaux européens, mais qui en fait aboutirait à un résultat assez similaire, voire plus important, parce que ça serait une suprématie d'une puissance sur toutes les autres puissances et non pas un partage du monde entre plusieurs empires coloniaux. Alors devant ces différents types de rivalités, force est de constater que les élites et la classe politique française, durant l'entre-deux-guerres, vont petit à petit être amenées à se polariser sur une menace principale. Et cette menace principale, c'est ce qu'on va qualifier de menace communiste, la peur du communiste, la peur de la contagion communiste, en Europe notamment, en France en particulier. Et cette menace, elle va être diluée dans un contexte de politique intérieure française qui va plus brouiller les cartes que de les rendre visibles. Pourquoi? Eh bien, d'abord pour une raison très simple. C'est que dans ces élites françaises, dans une partie non négligeable de ces élites françaises et de cette classe politique française, et là je ne parle pas simplement de l'extrême droite comme l'Action française ou d'autres ligues proches de cette extrême droite politique, mais je parle d'une partie non négligeable de la droite française, de la droite conservatrice française, et même aussi à l'intérieur de la gauche française, de certaines parties de cette gauche qui ne se retrouvent pas dans le projet de la révolution bolchevique et qui cherchent à en apporter un autre, différent, voire contradictoire. Et donc, j'en reviens à ce non-dit qui traverse toutes les forces dont je viens de parler. Ce non-dit, c'est quoi? C'est le fait de considérer l'Allemagne comme un bouclier contre l'Union soviétique. D'abord, de par son positionnement géographique, mais aussi
parce qu'on a gardé en mémoire le rôle que l'Allemagne a joué à la fin de la Première Guerre mondiale, notamment dans la zone des pays baltes et des restants de troupes allemandes restées sur place, ce qu'on a appelé les fameux corps francs, ont joué justement un rôle important pour bloquer la progression des bolcheviks à l'époque. Donc cette résilience allemande, elle a été identifiée en termes de politique extérieure, mais elle a été aussi identifiée en termes de politique intérieure, puisque, rappelez-vous, au lendemain de la défaite du Deuxième Reich allemand, malgré une forte contestation intérieure, des crises sociales en crescendo, la nouvelle République de Weimar, qui succède au Deuxième Reich, réussit, avec l'aide de ces fameux corps francs, à éteindre tous les projets révolutionnaires qui naissent en Allemagne, avec parfois des actions armées, des formations issues de la désagrégation de l'armée allemande, et la naissance même de républiques bolcheviques dans certains territoires allemands. Donc cette victoire de la République de Weimar dans une Allemagne très affaiblie par la défaite, très chaotique, a marqué les esprits, et notamment a marqué les esprits dans cette partie des élites françaises qui ont peur de l'avancée du communisme issu de la Révolution russe. Donc, lorsqu'Hitler arrive au pouvoir, eh bien, dans cette mouvance politique qui reste enfermée dans le non-dit, il y a quand même l'idée qui consiste à croire que le bouclier allemand va se renforcer et va devenir vraiment le bouclier qui va résister à l'expansion communiste en Europe, aussi bien à travers des menées subversives comme celles que vont diriger les meneurs de la Troisième Internationale dans différents pays européens, ou à travers même des démarches de tentatives de prise de pouvoir, voire de guerre civile. Et là, je pense notamment à la guerre civile en Espagne à partir de 1936. Alors, ce qui est quand même intéressant toujours dans cette analyse des antagonismes et la lecture qu'on peut en faire, c'est que les différentes rivalités visibles et invisibles aboutissent donc d'une certaine manière à une conclusion qui est que la menace principale, c'est le communisme. On va en parler, mais pas de manière aussi brutale, c'est-à-dire que si c'est le communisme et qu'on considère que l'Allemagne est le meilleur bouclier contre le communisme et l'Union soviétique, vous doutez bien qu'on ne va pas se présenter devant les électeurs avec un discours aussi clair. Et c'est la raison peut-être pour laquelle, lorsque Mein Kampf est édité en 1925, étrangement, et malgré son contenu, ça ne crée pas de bouleversement des esprits, et notamment, ça ne fait pas émerger une lucidité qui mettrait en avant que le véritable danger n'est pas l'Union soviétique, qui peut en être un, mais qui n'est pas le danger principal, mais le véritable danger, c'est l'Allemagne. Et sa politique revancharde par rapport à la France suite à sa défaite en 1918 et aux conséquences, le traité de Versailles et tout ce qui en découle. À ce propos, il y a une phrase que j'extrais de Mein Kampf et qui est quand même très explicite. Donc Hitler écrit, je cite, « La France, nation impérialisme, est l'inexorable et mortel ennemi du peuple allemand. » Et il va un peu plus loin dans son texte, et que dit-il? « Notre objectif primordial est d'écraser la France. » Je répète, notre objectif primordial est d'écraser la France. Il faut rassembler d'abord toute notre énergie contre ce peuple qui nous hait. Dans l'anéantissement de la France, l'Allemagne voit le moyen de donner à notre peuple, sur un autre théâtre, toute l'extension dont il est capable. Alors, que tirez-vous de cet extrait pour le moins explicite, Christian Bello? Quand on a une phrase comme ça sous les yeux, il est quand même difficile de l'oublier. Il est difficile d'en faire abstraction.
Et c'est pourtant ce qui va se passer. Pourquoi? On va rentrer dans une logique d'ambiguïté, et je reviendrai un peu plus loin lorsque je vais parler justement de la perception des antagonismes en France, de ce cas de conscience autour de la publication de Mein Kampf en français en France. Mais avant d'aborder cette question-là, je veux rentrer sur une ambiguïté directement liée à cette étude des antagonismes, donc à la version officielle de l'étude des antagonismes. Mais la version officielle de l'étude des antagonismes, c'est celle notamment du ministère des Affaires étrangères français, et notamment d'un personnage, un ancien journaliste, qui s'appelle André-François Poncet, et qui va être ambassadeur de France à Berlin de septembre 1931 à novembre 1938. Et André-François Poncet, c'est justement, pour moi, le symbole du non-dit. C'est-à-dire, d'un côté, oui, c'est un lanceur d'alerte, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va alerter sur la situation intérieure de l'Allemagne, sur la mise en place du projet hitlérien, sur début de politique antisémite, ça, incontestablement, et l'historien Jean-Marc Dreyfus le rappelle en publiant les rapports de Berlin, qui sont les notes de l'ambassadeur François Poncet à l'époque, on ne peut pas accuser André-François Poncet d'avoir été aveugle. En revanche, il y a un problème avec lui, c'est son lien avec le comité des forges, comme on l'appelle, parce qu'il a joué un rôle lorsqu'il était journaliste au sein de ce comité des forges. Le comité des forges est une ancienne organisation patronale française de la sidérurgie qui va être dissoute par le gouvernement de Vichy en 1940 et qui est souvent considérée comme l'ancêtre de l'UIMM. Et il était chargé notamment, quand il était journaliste, de la propagande dans la presse pro-française dans les territoires occupés par la France, en Allemagne. L'ambiguïté de cet ambassadeur, elle réside dans quoi? Eh bien, elle réside dans la manière dont une partie du patronat français a cherché, entre les deux guerres, à établir des liens très importants avec des industriels allemands. Alors, pour analyser cette facette-là de l'histoire française, je suis obligé de me pencher sur les travaux d'une universitaire qui se revendique ouvertement du communisme, qui s'appelle Lacroix-Ruiz. Alors, effectivement, Annie Lacroix-Ruiz est une historienne marxiste française qui a été professeure d'histoire contemporaine à l'université Paris 7 Denis Diderot et dont les travaux portent sur l'histoire politique, économique et sociale de la Troisième République, du régime de Vichy. Elle a également travaillé sur la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale et sur les relations entre le Vatican et l'Allemagne nazie, ainsi que sur la stratégie des élites politiques et économiques françaises avant et après le conflit mondial. Et qui a publié un ouvrage qui s'appelle Le choix de la défaite chez Armand Collin. Le choix de la défaite, c'est pas n'importe quel titre. Et cette dame, alors évidemment, il va falloir utiliser un système de tri par rapport à ce qu'elle dit, pour une raison très simple, c'est que Lacroix-Ruiz, elle est communiste, elle croit à l'idéal communiste, donc elle part du principe que le communisme c'est bien et que tous ceux qui veulent lutter contre le communisme c'est mal. Donc il ne faut pas oublier ce point de départ. Mais l'intérêt des écrits de Lacroix-Ruiz, c'est qu'ils reposent sur une lecture très 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 attentive des archives policières et des archives de guerre sur lesquelles elle s'est penchée pendant un certain nombre d'années, à la fois dans ses travaux académiques et pour ensuite tirer les enseignements de ses travaux académiques. Et c'est une universitaire qui dérange énormément le monde académique en France parce que, justement, à travers les archives, notamment du ministère de l'Intérieur, qui suivait très très attentivement tout ce qui pouvait se passer dans les relations entre des Allemands et des Français, il y a des écrits, ça c'est pas Lacroix-Ruiz qui écrit, c'est la police française qui écrit et qui relate ce qui se passe. Et force est de constater que l'intérêt des écrits de Lacroix-Ruiz, c'est de bien montrer
toutes les relations qui existent entre ce monde économique français, ce monde industriel, et le monde industriel allemand, entre les deux guerres. Et le fait que, comme elle l'appelle, ça c'est le terme idéologique de la Croix-Rouge, le haut patronat français, quand elle dit qu'il a cherché à entretenir des relations privilégiées avec des groupes industriels allemands bien au-delà de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, son interprétation à elle est directement politique, puisque, je le rappelle, elle est communiste, elle est toujours aujourd'hui communiste. Quand on l'écoute sur une chaîne YouTube qui s'appelle Le Café Marxiste, on voit qu'elle n'a rien perdu de son idéologie et de son adhésion au communisme. Mais la version qu'elle donne, et c'est là où il faut trier les choses, elle est très orientée sur l'affrontement idéologique entre la pensée communiste et la pensée capitaliste. Et c'est la raison pour laquelle elle se focalise sur la manière dont le comité des forges va s'inspirer des régimes allemands et italiens pour essayer de mettre en place un plan de réforme de l'État avec une vision anti-syndicale, anti-communiste, etc. Ce que la Croix-Rouge ne fait pas, parce que d'une certaine manière, c'est pas dans sa grille de lecture idéologique, c'est de se pencher sur les enseignements qu'on peut tirer en termes d'analyse des rapports de force entre puissances et surtout en termes de définition d'une stratégie de puissance sur ces fameuses archives du ministère de l'Intérieur, puis des archives de guerre. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'il y avait dans la tête du patronat français lorsqu'il a privilégié ce que je définissais il y a quelques minutes comme le bouclier allemand, rempart de la progression du communisme en Europe, notamment. Là, on est sur quelque chose qui est intéressant parce que dans notre analyse d'une grille de lecture unifiée de la guerre d'information, c'est pas un détail anodin que j'aborde là. C'est si on devait élaborer une stratégie de puissance entre les deux guerres de la France et on appuie une stratégie de guerre d'information. On constate qu'il est bien évident qu'il y a un problème. Quel problème, Christian Arbelot? Considérer que la menace principale, c'est l'Union soviétique, avec toutes les conséquences qui en découlent, ce sont derrière des choix stratégiques, mais pas que sur le plan militaire, sur la globalité même de ce que j'appelle une stratégie de puissance. Autrement dit, si le patronat français avait lu Mein Kampf et avait considéré que la phrase dans les écrits de Mein Kampf d'Hitler sur la France déclenchait une alerte rouge sur les enjeux géopolitiques du moment et surtout sur la définition même de quelle est la menace principale, il est évident qu'on pouvait attendre du patronat français une autre attitude que celle qu'il a eue entre les deux guerres, c'est-à-dire de ne pas se jeter dans les bras des industriels allemands. Mais au contraire, de prendre des distances absolument nécessaires en prévision éventuellement d'une guerre entre la France et l'Allemagne, puisque Hitler, dans ses écrits dès 1925, c'est ce qu'il annonce, fort et clair, et qu'il ne va pas forcément assumer d'ailleurs. Il ne va pas forcément l'assumer. Pourquoi ? Parce que là, j'en reviens à la publication de Mein Kampf. À savoir que quand il est question de publier Mein Kampf en France, Hitler va déclencher une démarche juridique pour empêcher la publication de Mein Kampf en français. Et on peut le comprendre. Et on peut le comprendre pour une raison très simple, c'est que il est clair que dans Mein Kampf, il désigne de manière explicite quel est son ennemi principal à traiter dans sa future politique lorsqu'il aura accédé au pouvoir à Berlin. C'est ce que confirment d'ailleurs, à partir de 1933, les services de renseignement militaire français, et notamment un colonel qui s'appelle Maurice-Henri Gaucher, qui rend des rapports très alarmistes sur qu'implique le nazisme dans la définition même de la menace par rapport à la France,
Oui, précisons d'ailleurs que Maurice-Henri Gaucher va écrire un ouvrage sur ce sujet, Le deuxième bureau au travail, 1935-1940. Il y affirme avec détermination avoir tout fait pour informer le gouvernement et le commandement militaire français de l'imminence d'une attaque allemande. À travers notamment le contenu de Mein Kampf, qu'il considère comme un document capital et parfaitement crédible une fois débarrassé de ses outrances. Pourquoi il précise ça? Parce qu'en France, je ne dirais pas pour noyer le poisson, mais pour créer une sorte de brouillard, un certain nombre de personnes, et non des moindres, ont dit oui, mais quand Hitler a écrit ça, c'est quand il était en prison, il était énervé. Faut pas prendre ça vraiment comme des écrits sérieux. Le Hitler du milieu des années 20 a changé. Le Hitler au début des années 33, lorsqu'il prend le pouvoir à Berlin, c'est un autre homme, il pense différemment. Ne confondons pas les deux personnages. C'est pas du tout ce que pense ce colonel du renseignement militaire français qui dit tout le contraire. Et c'est là où on entre justement dans le problème de la définition des antagonismes, à savoir que les écrits de ce colonel, en haut lieu, on va dire non, non, faut pas vraiment en tenir compte, parce que ça voudrait dire admettre la possibilité d'une guerre. Admettre la possibilité d'une guerre. Ça m'amène à justement revenir sur cette perception des antagonismes en France. À ce propos, il y a une date essentielle, qui est la date du 17 avril 1934. À quoi correspond cette date? Cette date, pourquoi la citer? À l'époque, il y a un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Louis Barthou, qui annonce officiellement que, en fait, la politique de la Société des Nations, dans laquelle la France était très fortement impliquée dès la naissance de la SDN, c'est-à-dire comment empêcher ou contenir la renaissance d'un nationalisme militaire allemand pouvant devenir une menace essentielle en termes de confrontation entre nos deux pays. Barthou dit à partir de cette date du 17 avril 1934, il faut changer de cap, ça n'a pas marché, il faut revenir aux anciennes postures. Et revenir aux anciennes postures, ça veut dire quoi? Revisiter les logiques d'alliance et notamment, si on veut contenir l'Allemagne autrement que par la SDN, il va falloir passer de nouveau des accords avec des pays pour placer l'Allemagne dans le piège, disons, dans cette fameuse problématique de se battre sur deux fronts et pour remettre l'Allemagne dans cette problématique très complexe de se battre sur deux fronts, le front de l'Est et le front de l'Ouest, il va falloir dialoguer avec l'Union soviétique. Alors quand Barthou dit ça, il rentre dans ce fameux non-dit. Il bouscule la vision que partage, comme je l'ai dit et répété, une partie des élites françaises, à savoir que la menace principale, c'est pas l'Allemagne, c'est l'Union soviétique. Et cette tentative de Louis Barthou de redistribuer les cartes et de redéfinir en fait l'échelle des menaces pour la construction d'une stratégie de puissance de la France au niveau international, elle va très vite se heurter à quoi? Eh bien, aux divisions idéologiques de la société française et au revirement de position de la classe politique entre les deux guerres. Alors pourquoi parler de revirement de position? Ces revirements de position, ils concernent deux catégories. D'abord, ce que certains, comme Henri Guillemin, qui sur la fin de sa vie s'est laissé un peu trop emporter par ses idées politiques, mais qui dans le début de ses interventions avait cette vision très originale que j'ai déjà signalée dans le podcast 35, c'est-à-dire de ne pas regarder l'histoire comme un empilement d'événements et en allant déjà dans l'étude des contradictions du jeu des acteurs. Alors, Villemin utilise l'expression conservateurs nationaux. Qu'est-ce qu'on met derrière l'étiquette conservateurs nationaux? On va mettre justement, je le répète, aussi bien l'extrême droite symbolisée par l'Action française que
un certain nombre de ligues d'anciens combattants. Quand je dis ligue d'anciens combattants, ça veut dire que, vu ce qu'ils ont vécu, l'Allemagne, pour eux, ça reste un énorme problème en termes de souvenirs ultra douloureux dans le vécu de leur jeunesse et dans l'engagement qu'ils ont eu pour la France avec les pertes énormes qu'on a subies durant cette Première Guerre mondiale. Et puis, il y a aussi la droite et certains milieux centristes, appelons-les comme tels. Et cette mouvance-là va, je parlais tout à l'heure de revirement de position, eh bien, elle va passer d'un anti-germanisme de principe post-Première Guerre mondiale, qui va durer jusqu'à la fin des années 20, à ensuite, dans les années 30, la dénonciation d'une guerre avec l'Allemagne, c'est-à-dire, eh ben, il ne faut pas faire la guerre à l'Allemagne. Donc, années 20, il faut garder l'Allemagne dans le collimateur, vraiment tout faire pour que ça ne recommence pas, qu'on ne reparte pas en guerre contre elle. Et puis, dans les années 30, eh bien, il faut tout faire pour ne pas faire la guerre à l'Allemagne. Vous voyez la nuance, et vous voyez ce que ça veut dire un revirement de position, et ce que ça entraîne dans toute la politique de crédit militaire, et bien entendu, dans la manière dont on va façonner l'opinion publique, déjà à l'époque, qui, comme vous pouvez l'imaginer, est dans une position plus que difficile sur le plan de la lucidité. Et puis, à côté des conservateurs nationaux, il y a ce qu'on appelle les forces de gauche, et qui vont, elles aussi, subir un revirement de position, puisqu'elles vont passer d'une recherche du pacifisme durant les années 20 à la dénonciation du danger des dictatures d'extrême droite. Et là, bien entendu, en passant de la recherche du pacifisme à la dénonciation du danger des dictatures d'extrême droite, dans les dictatures d'extrême droite, la plus dangereuse, c'est l'Allemagne nazie. Et en désignant l'Allemagne nazie comme le risque principal, eh bien là, on assiste à ce fameux changement de position. Mais, au sein de la gauche, il y a un cas particulier qui va brouiller complètement les cartes de la gauche, qui est la position du Parti communiste français, qui, jusqu'au début des années 30, mène une guerre contre la social-démocratie pour devenir la première force de gauche. L'ennemi principal, ça sera d'abord et avant tout la social-démocratie. Donc je vous laisse imaginer ce que ça entraîne comme confusion dans les esprits au niveau de la population dite de gauche. Et ensuite, le Parti communiste bascule dans la logique du Front populaire. Donc, il désigne comme ennemi principal les dictatures fascistes. Il n'ose pas parler du national-socialisme parce que dans le national-socialisme, il y a socialisme. C'est pour ça qu'on a utilisé ce mot générique fasciste qui est faux, puisque les nazis ne sont pas des fascistes, ce sont des nationaux socialistes, et qu'il y a quand même des différences non négligeables entre le fascisme italien, entre la dictature salazariste au Portugal, ou ce que va être la dictature de Franco, etc. Bon, mais je ferme cette parenthèse. Toujours est-il que le Parti communiste, donc premier revirement qui chamboule tout, c'est vraiment le parti du chamboule tout, hein. L'ennemi principal n'est plus la social-démocratie, ça devient l'Allemagne nazie. Et puis, quand en 1939 est signé le pacte germano-soviétique, eh bien, l'ennemi principal, c'est plus l'Allemagne nazie, parce qu'il y a le pacte signé entre Hitler et Staline, ça devient les démocraties capitalistes qui sont des va-t-en-guerre. Donc, vous imaginez l'espèce de marmelade qui ressort de tout ça dans l'opinion publique qui vote à gauche en France dans les années 30. Donc on peut vraiment dire que à droite comme à gauche, la perception des antagonismes, ça soit, comme on dit dans le langage militaire, fort et clair. C'est une espèce de globé-boulga incompréhensible dans lequel on va voir surgir des tendances encore plus complexes et difficiles à éclaircir.
Et je reviens sur mon exemple de l'apparition de Mein Kampf. Pourquoi? Parce que l'éditeur qui veut faire reparaître Mein Kampf, eh bien, il est antisémite, mais il est aussi anti-allemand. Il s'appelle Fernand Sorlo. Il dirige une petite maison d'édition qui s'appelle les Nouvelles Éditions Latines. Et il va s'allier, bien qu'étant antisémite, à un groupe dirigé par Bernard Lecache, qui est fondateur de la Ligue internationale contre l'antisémitisme et qui défend donc la cause juive, afin de faire publier, tenter de faire publier ce Mein Kampf en français. La LICA préachète 4000 exemplaires à cette maison d'édition qui est antisémite. Alors, je ne suis pas sûr que c'était un grand débat public à l'époque en France, quoi qu'il faudrait le vérifier, mais cette alliance contre nature contribue encore plus à embrouiller la manière dont on peut percevoir la menace en termes d'antagonisme entre puissances et la définition claire de la menace principale qui pèse sur la France, c'est-à-dire le danger de guerre avec l'Allemagne nazie confèrent les aigris d'Adolf Hitler dans Mein Kampf. Donc cette perception des antagonismes en France, vous l'avez bien compris, c'est une des explications majeures, vu le brouillard qui en découle, de cette étrange défaite dont parle Marc Bloch. Oui, Marc Bloch, fameux historien qui a été aussi, rappelons-le, un combattant de la Première Guerre et de la Seconde Guerre mondiale, écrit en 1940 mais publié en 1946, un livre devenu fameux, L'étrange défaite. Mais l'ouvrage de Marc Bloch, il a un angle mort très très important. Quel est cet angle mort? C'est tout ce que je viens d'évoquer. Pourquoi? Parce que quand il sort son texte en 1940, il se concentre surtout sur la manière dont le système français a dysfonctionné. Il met l'accent sur les chefs de guerre de 1939 qui pensaient refaire la guerre de 1914. Il insiste sur la mollesse du commandement qui eut son origine avant tout, dit-il, dans les habitudes contractées durant la paix. Et il décrit avec beaucoup de justesse tous ces dysfonctionnements. Mais il omet un aspect fondamental, c'est pourquoi la société politique française n'a-t-elle pas su clairement définir la menace principale qui était l'Allemagne nazie. Ça n'existe pas dans l'écrit L'étrange défaite. Et c'est bien dommage parce que j'estime que c'est une des explications majeures de tout ce qui va se passer en mai-juin 40 sur le plan militaire. Alors, il faut quand même préciser que Marc Bloch, qui rentre dans la résistance, va écrire des articles en avril 44 et où on peut quand même déceler une lecture critique de la politique française par rapport à l'axe Rome-Berlin. Mais là, il va s'attarder sur 4 grands coupables de la débâcle qui sont responsables de l'abandon de nos alliances au sens où Barthou les définissait justement en 1934, c'est-à-dire que les alliances, il aurait fallu justement revenir à cette espèce de tenaille qui obligeait l'Allemagne à concevoir une guerre sur 2 fronts avec toutes les difficultés que ça comporte. D'un côté, le front ouest face à la France, la Grande-Bretagne et d'autres, et de l'autre, le front est face à la Russie devenue l'Union soviétique. Donc, oui, Marc Bloch désigne bien l'état-major de l'armée, dans ces 4 grands coupables de la débâcle, les hommes d'affaires comme ceux du Creusot et du groupe Schneider, les politiques et les hommes de main. Mais il ne va pas plus loin dans cette analyse. Donc, on a vraiment un problème très important dans la lecture des antagonismes et dans l'incapacité de faire apparaître l'ennemi principal, à savoir l'Allemagne nazie,
alors que l'Union soviétique pouvait être considérée comme un ennemi secondaire, mais pas comme un ennemi principal, compte tenu des différents éléments réunis. Quelles sont les conséquences de cette mauvaise interprétation de ces antagonismes? La première conséquence, les hésitations entre 33 et 36. À partir du moment où on n'a pas désigné la menace principale comme étant l'Allemagne nazie, eh bien, on va être dans une posture très ambiguë, dans cette fameuse posture du non-dit, puisqu'une partie des élites considère que l'Allemagne nazie, au début, entre 33 et au moins presque jusqu'à 38, c'est le bouclier contre le communisme international, contre l'Union soviétique en tant que puissance, etc. Et c'est ce qui explique que quand Hitler décide la remilitarisation de la Rhénanie, en violant ainsi au passage le traité de Locarné de 1925, lorsque les troupes allemandes pénètrent à Düsseldorf et à Cologne, eh bien le président du Conseil, donc le Premier ministre de l'époque, le gouvernement français dirigé par Albert Sarraute, il émet une protestation de pure forme. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans ce globé-boulga de l'incohérence de la perception de la menace? On voit des revirements publics assez étonnants. Un Charles Maurras qui, dans les années 20, était en première ligne pour souhaiter l'apparition de Mein Kampf afin de raviver l'antigermanisme. Le 15 mars 36, qu'est-ce qu'il dit dans un article de l'Action française? Pas de croisade juive, car se battre contre l'Allemagne nazie signifie, enfin il dit pas nazie, contre l'Allemagne, se battre au profit des juifs. Donc vous imaginez le globé-boulga, le symbole du nationalisme, du conservatisme national, de la défense de la patrie, dans les années 20, anti-germanique, devient un anti-juif. Et anti-juif, ça veut dire la priorité principale, c'est surtout pas se battre contre l'Allemagne, parce que ça veut dire se battre au profit des juifs. Autre conséquence, tout aussi grave dans les contradictions qui apparaissent parce qu'il y a une mauvaise interprétation des antagonismes et parce qu'on n'ose pas mettre en avant la priorité principale, où on ne veut pas, on n'ose pas, ou on ne veut pas, c'est-à-dire que c'est l'Allemagne nazie le danger principal et non pas l'Union soviétique qui est un danger, mais qui est un danger secondaire. Et là, qu'est-ce qu'on a comme pièce à conviction, comme autre conséquence? La première, le schisme qui apparaît entre le renseignement militaire et la prise de décision stratégique. Je vous renvoie aux écrits du colonel Payol, qui écrit, qui revient sur la vraie vie, sur ce qui s'est passé, à savoir que le renseignement militaire, j'insiste, le renseignement militaire français avait une taupe au sein du système allemand dès le début des années 30, parce que le frère d'un général avait décidé de trahir l'Allemagne et rémunéré, il renseignait justement la France par le biais de ce renseignement militaire. Oui, vous faites référence à l'ouvrage Notre espion chez Hitler de Paul Payol, paru en 1985 chez Robert Laffont, ouvrage réédité en 2011 aux éditions Nouveau Monde. Ce qui veut dire que le renseignement militaire français a suivi toute l'évolution de la stratégie dès le moment où Hitler arrive au pouvoir jusqu'à la guerre et remonter cette information qui, étage après étage, jusqu'à ce grandiose généralissime Gamelin, épure les messages d'alerte pour faire coïncider la synthèse par rapport à sa pensée. Et dans la tête de Gamelin, qui marchait à reculons par rapport aux problèmes allemands, on peut imaginer que on peut parler de schisme entre un renseignement qui faisait son travail, qui remontait de la bonne information, qui montrait étape par étape comment Hitler allait définir son offensive face à la France, et un Gamelin, un piètre Gamelin qui ne veut pas voir la réalité,
qui temporise et qui met en avant la priorité comme quoi il faut le plus possible ne pas aller vers la guerre. Deuxième autre conséquence, la faillite de la stratégie de puissance française à l'état pur. Et là, on retrouve aussi bien la haute administration française et le monde patronal. Et notez bien que ce bilan-là, ça va être justement un des aspects les moins pris en compte après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est normal parce qu'on touche l'épicentre du système. On ne peut pas mettre ça à ciel ouvert. On ne peut pas disséquer ça. Alors pourquoi on ne peut pas le faire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Parce que qui aurait utilisé cette explication? Eh bien entendu, le Parti communiste français. Je vous renvoie à la manière dont Lacroix-Ruiz, encore aujourd'hui, aborde la chose. C'est-à-dire qu'elle ne l'aborde in fine que sous un angle idéologique. Le communisme, c'est bien, le capitalisme, c'est mal. Alors évidemment, au-delà de tout l'intérêt de son étude minutieuse des archives, que je ne remets pas en question, le bilan qu'elle en tire, c'est « je suis pour la cause communiste et pour la cause anticapitaliste ». Donc je vous laisse imaginer ce qui bloque toute la lecture critique ô combien intéressante dans ce que nous, CR 451, on essaierait d'avoir en post-mortem, c'est-à-dire comment analyser les erreurs fondamentales commises par la haute administration française et le monde patronal, du moins une partie non négligeable de ces hautes administrations et une partie non négligeable de ce monde patronal par rapport à la définition de l'ennemi principal, qui était, je le répète, l'Allemagne nazie et non pas l'Union soviétique qui restait un ennemi, mais secondaire à l'époque. Et puis, le troisième élément, c'est la division durable de la société civile sur l'unité patriotique vitale. Dans le podcast 35, je vous ai déjà dit comment le mot patriotisme avait explosé en vol sur nos contradictions après 1815, après 1870 et, ultime étape, après 1940. Eh bien là, je parle de division durable. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas de débat public sur pourquoi s'est-on trompé de définition de l'ennemi, et il n'y a pas de débat public parce que la société française est au moins scindée en deux entre les pro-communistes et les anticommunistes, mais on pourra aller beaucoup plus loin dans l'analyse, parce qu'après se greffent les problèmes de guerre froide et les jeux d'alliance qui en découlent, eh bien, on est bloqué. On est bloqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reviens à ces lectures que le CR 451 veut mettre en avant dans sa méthodologie sur une vision unifiée de la guerre de l'information, et là vous voyez bien dans quoi il faut rentrer pour avoir cette vision claire, non pas pour faire du révisionnisme, non pas pour faire une lecture a posteriori, mais pour pas recommencer les mêmes erreurs. Car tout ce que je suis en train de dérouler au cours de ce podcast 36, si on essayait de prendre ce bilan pour étudier la situation actuelle sur quelle est la menace principale sur la France et quelles sont les menaces secondaires. Je ne vais pas rentrer pour l'instant dans ce débat, mais je vous laisse y réfléchir. Ça sera ma conclusion pour ce podcast 36. Christian Arbulot, merci. Merci pour ces éclairages majeurs. Dans notre prochain podcast, le 37, nous poursuivrons cette prise de recul sur le récit historique et reviendrons sur la notion de ligne de force déjà abordée précédemment en nous intéressant à la Seconde Guerre mondiale et à ses conséquences.